Tout le monde, donc c'est Jean-Pierre de Cyberlibris. Je suis content de vous retrouver pour ce nouveau webinaire des présentations de ScholarVox Université. C'est le deuxième rendez-vous cette année. La semaine dernière, il y a eu le rendez-vous consacré à l'économie-gestion. Donc cette année, c'est donc la séance qui va être consacrée à nos différents bouquets de sciences humaines et sociales. La semaine prochaine, vous avez notre webinaire sciences qui va être en compagnie des éditions EDP. Donc, si vous n'êtes pas encore inscrit pour cette séance, n'hésitez pas à le faire, hein. Ça va être intéressant, je pense. Donc, on va être en compagnie de EDP Sciences la semaine prochaine. Donc là, pour la partie sciences humaines et sociales, il y a un programme assez chargé. Il y a pas mal de petites choses à évoquer, comme d'habitude. Le webinaire, comme d'habitude, est enregistré et sera disponible sur le YouTube de Cyberlibris la semaine prochaine. Toutes les personnes qui participent à la séance d'aujourd'hui, vous allez recevoir un petit mail récapitulatif dans lequel vous retrouverez tous les liens des sélections que j'ai préparées aujourd'hui pour cette séance, le replay, et puis le lien pour vous inscrire d'ores et déjà pour la prochaine séance consacrée au SHS, donc qui sera le vendredi 27 mars, toujours à 11 h. Et pour les personnes qui suivent le webinaire sur YouTube, vous retrouverez tous ces liens dans la description de la vidéo. Donc voilà ce que je pouvais vous dire en brève introduction. Donc sur le plan, on reste sur un plan traditionnel. J'ai fait un petit focus sur quelques éditeurs qui nous ont fait des mises à jour importantes ces dernières semaines, depuis notre précédent rendez-vous qui était au mois de novembre. Et puis, je vais passer aussi sur les sélections thématiques, donc en art, en géographie, en histoire, lettres, philo, psychosociaux et sciences de l'éducation. Donc, on va pouvoir commencer d'ores et déjà. Donc, comme d'habitude, je vais retirer ma caméra, hop, et passer sur les sélections d'éditeurs. Alors, on a une petite mise à jour, une rétrospective de quelques numéros avec Philosophie Magazine. Donc, ça concerne le bouquet Philosophie. Il y a 5 numéros au total, 4 de 2025 et un de 2023 qu'on n'avait pas encore eu accès. Donc, il va y avoir une petite erreur chez l'éditeur pour nous transmettre ce numéro qu'on l'a reçu. Donc, il y a 2 hors-série qui ont été communiqués et un numéro spécial également, puis 2 numéros courants, dont un de 2020, fin 2025 et un de 2023. Donc, petite mise à jour pour les étudiants en philosophie autour de Philosophie Magazine. Donc, il y a ces 5 numéros qui sont accessibles. Duno nous a fait une grosse mise à jour en psychosociaux. C'est une quinzaine de titres publiés toute fin 2025 et début 2026 qui nous ont été proposés. Donc, on va retrouver par exemple la collection Psychosup, dans l'atelier des praticiens également, donc le faire défiler, un petit peu les ouvrages, la collection N-Mémoire. Donc, c'est un peu les collections qui sont suivies là par l'éditeur. Retenez par rapport à ça les ouvrages. Alors, attendez, ils sont où? Il y a Introduction aux théories de la personnalité, qui est là dans la collection Psychosup. Il y avait également Introduction à la psychologie du travail et des organisations, toujours dans la même collection Psychosup, qui est là. Et j'avais noté aussi évaluer en protection de l'enfance, plus en partie psycho et sociaux, là pour le coup. Il y en avait un autre qui est là, c'est la psychopathologie du harcèlement. Et il y avait aussi l'enfant face au traumatisme. Alors, je vous dis, il y a une quinzaine de titres, ils sont tous ici. Je vous les communiquerai de toute manière dans le lien. Il y a pas mal de choses, évidemment, qui sont intéressantes pour le fond psychosociaux. Alors, juste, j'avais fait une sélection pour le fond psycho que je vais vous montrer tout à l'heure, mais j'ai zappé de faire le texte. Donc, pour cette partie-là, donc, je vous montrerai juste la sélection. Je ne rentrerai pas dans le détail comme je fais d'habitude. Toujours sur la partie éditeur, une grosse, mais très grosse mise à jour avec Sage pour la partie sciences de l'éducation. C'est plus d'une soixantaine de titres qui ont été publiés en 2024 et 2025. Donc, c'est un beau cadeau que nous a fait Sage.
sur cette partie et pour sciences de l'éducation. Donc, il y a 63 titres au total. Donc, beaucoup de choses qui vont être intéressantes. Il y a beaucoup de manuels dans cette sélection, beaucoup d'ouvrages d'essais également qui sont présents. Donc, il y a tout d'abord Research Methods and Methodologies in Education, c'est la 4e édition qui est juste là, sur la première ligne. Un ouvrage sur la diversité dans l'éducation, Diversity, Equity, Inclusion and Teaching également. Et il y a les Theories of Learning que j'avais repéré qui doivent être un petit peu plus bas, si je ne me trompe pas, parce qu'il y a beaucoup de choses. Au moins que je l'ai passé. Mais en tout cas, il y a ce titre-là aussi. Donc, il y a vraiment une grosse sélection d'ouvrages qui est présent. Donc, je vous enverrai le lien. On les a reçus en fin d'année. Donc, j'ai pu les ajouter pour la séance d'aujourd'hui. Mais c'est une grosse sélection provenant de chez Sage pour les sciences de l'éducation. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont intéressantes dans cette sélection. Alors, je recherche si je le retrouve, l'autre ouvrage que j'avais repéré. Il est juste là. Theories of Learning, qui est juste ici. Qui était à côté de l'ouvrage sur la diversité, d'ailleurs. Donc, je vous communiquerai le lien pour aller voir si vous travaillez sur les sciences de l'éducation et pour mettre ces ouvrages à disposition des étudiants. Parce qu'il y a de la matière, évidemment. C'est un beau cadeau qui nous a été fait par l'éditeur Sage. Alors, je vais passer maintenant sur la partie sélection thématique et j'ai sélectionné en art 6 titres et je vais m'attarder sur 2 d'entre eux. Le premier est publié aux presses de l'Université de Montréal, c'est L'écran de l'apocalypse, l'angoisse nucléaire au cinéma. C'est de Alain Vézina, qui est producteur, réalisateur et professeur de cinéma au Cégep Saint-Jérôme au Québec. C'est un ouvrage qui fait une analyse d'une quarantaine d'œuvres cinématographiques sous le prisme justement de l'apocalypse nucléaire. Donc il y a différents genres dedans. Il y a même du cinéma d'animation qui est présent dans cet ouvrage. Et l'auteur se livre à une étude sociologique et allégorique sur ce genre-là. Donc on est toujours dans des contextes apocalyptiques ou post-apocalyptiques. Et dans cette analyse du film, on retrouve les enjeux militaro-politiques qui orientent l'histoire depuis justement la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est un ouvrage excellent pour les gens qui s'intéressent évidemment au cinéma, pour les étudiants qui travaillent sur le cinéma, et même d'un point de vue culture générale, il est très bien fait. Alors, toujours sur la partie art, et on reste dans le cinéma, et on reste chez les presses de l'Université de Montréal, c'est l'héroïsme dans les cinémas contemporains, sous-titré Banalité, hybridité et résistance. Alors, l'ouvrage a été fait sous la direction de Karine Bertrand, qui est professeure agrégée des sciences des médias à l'Université Queen's, Florian Grand-Denac, qui est professeur agrégé au département de communication de l'Université d'Ottawa, et Claire Gray, qui est professeure adjointe à l'Université d'Alousie, donc 3 universités canadiennes. Et l'ouvrage fait un état des lieux sur le concept de héros au cinéma, notamment du héros dans le cinéma contemporain. Donc, quels sont les visages aujourd'hui de l'héroïsme dans le cinéma contemporain? Les auteurs reviennent sur les notions même de super-héros dans le cinéma hollywoodien, mais explorent aussi toute la diversité des nouveaux héros qu'on trouve dans le cinéma. Donc, la place des femmes et de l'héroïsme, dans l'héroïsme qui est croissante. Les personnages LGBT aussi, comment ils sont représentés en tant que héros. Donc, plusieurs pays ont été pris en exemple pour cette analyse. Il y a des films américains, français, iraniens, britanniques, québécois et taïwanais. Donc, il y a beaucoup de choses aussi, à l'instar de ce que je vous disais tout à l'heure concernant le cinéma et l'apocalypse nucléaire. On est sur la même chose, on a plein d'exemples autour du cinéma sur ce concept d'héroïsme dans le cinéma et comment il évolue. Alors, sur la partie art, retenez l'écran de l'apocalypse et l'héroïsme dans les cinémas contemporains. Puis il y a tous les autres ouvrages que j'ai sélectionnés que vous retrouverez dans la petite sélection qui a été faite pour aujourd'hui.
Sélection également en géographie, avec tout d'abord publié chez Armand Collin La France d'outre-mer. Il vient tout juste de sortir cet ouvrage. Il est de Jean-Christophe Gay, qui est géographe et professeur à l'Université de Côte d'Azur. C'est un ouvrage qui fait un état des lieux, c'est sa deuxième édition, pardon. C'est donc un ouvrage qui fait un état des lieux des différents territoires de la France d'outre-mer, ses dynamiques, mais aussi la diversité de ces territoires. Et l'auteur revient également sur les inégalités dans ces territoires, les disparités, les déséquilibres. Et il y a eu aussi les rapports, évidemment, qui sont faits entre la métropole et les territoires d'outre-mer qui sont présentés dans cet ouvrage. Donc, il y a beaucoup de cartes qui sont présentes. Il y a des statistiques également qui viennent justement démontrer le discours de l'auteur sur les explications justement des différents territoires ultramarins. Alors, sur la partie géographie, j'ai retenu aussi cet ouvrage qui s'appelle « Engagement, faire de la géographie au XXIe siècle ». C'est publié aux presses universitaires de Vincennes. L'ouvrage a été écrit sous la direction de David Gury, qui est vice-président du Comité national français de géographie, et Amélie Lefebvre-Chombard, qui est géographe et chargée de cours à l'Université d'Arras. Et les auteurs, enfin, il y a plusieurs auteurs qui ont travaillé évidemment sur cet ouvrage. L'ouvrage dépeint un petit peu la signification de l'engagement à faire de la géographie aujourd'hui, dans un contexte évidemment de choc politique important, choc économique et choc environnementaux. Qu'est-ce que c'est qu'être géographe aujourd'hui dans ce contexte? Donc, l'ouvrage propose une pluralité d'analyses autour de 5 grandes thématiques: l'engagement géographique, la notion de liberté dans cet engagement, donc l'engagement des géographes, le processus d'engagement sur le terrain, et puis les méthodes et pratiques engagées, et l'engagement pédagogique aussi, comment on transmet justement la géographie aujourd'hui d'un point de vue pédagogique. J'y reviendrai tout à l'heure sur cette notion pour les INSPE tout à l'heure justement. Sur cette partie géographie, retenez la France d'outre-mer chez Armand Collin, et puis engagement, faire de la géographie au XXIe siècle aux presses universitaires de Vincennes. Et puis évidemment les autres ouvrages que j'ai sélectionnés, que vous retrouverez dans la petite sélection que je vous communiquerai. Passons à l'histoire. Histoire, même chose, 6 titres. Et le premier titre sur lequel je voulais m'attarder, c'est Le paysan, les pouvoirs, l'argent, de Gérard Boer. C'est publié chez Champvallon. Alors, Gérard Boer est directeur d'études à l'EHESS et directeur de recherche au CNRS et un spécialiste de l'histoire des campagnes. Donc, l'auteur a choisi d'étudier la période de 1615 à 1815, donc sur 200 ans, et comment se passait justement la vie dans les campagnes à l'époque moderne. Il part justement de l'année 1615, n'est pas dû au hasard, parce que ça correspond à la dernière date des États généraux, des derniers États généraux avant ceux de 1789. Et il va jusqu'à 1815 avec la chute de l'Empire de Napoléon en 1815. Donc l'auteur revient sur les relations entre la paysannerie, les pouvoirs et l'argent, et de montrer les changements qui furent réalisés déjà plus ou moins avant la Révolution. Donc l'ouvrage se découpe en 9 chapitres. Donc il y a les relations entre la paysannerie et l'État, les seigneurs et les paysans aussi, l'Église et les paysans, la communauté paysanne, le crédit et les paysans, et tout ce qui concerne la paysannerie et l'économie. Donc voilà ce qu'on va retrouver dedans, d'où la notion d'argent évidemment. Donc il y a cet ouvrage qui est publié, qui date tout juste de 2026, pareil, il est sorti en tout début d'année, et on l'a déjà mis en ligne. Autre titre en histoire sur lequel je voulais m'attarder, c'est publié chez Armand Collin, c'est Histoire du Maghreb, de la fin du XVIIIe siècle au printemps arabe. C'est de Majid Mbarek, qui est maître de conférence en histoire du Maghreb contemporain à l'Université Côte d'Azur. Donc, l'auteur revient sur une approche globale et transversale afin de dresser un panorama sur les notions politiques, d'économie, de culture et de société d'une région complexe, donc celle du Maghreb,
Donc, l'ouvrage souhaite faire comprendre l'histoire d'une région marquée par les héritages arabo-berbères et de l'islam, mais aussi les transformations du monde contemporain qui ont eu lieu depuis 2 siècles, avec la colonisation, la révolution technico-économique, la mondialisation et évidemment la décolonisation de ces territoires jusqu'à quasi aujourd'hui d'ailleurs. Donc on retrouve toute l'histoire précoloniale, de la présence coloniale et de la construction des modèles nationaux depuis les indépendances dans cet ouvrage. Donc ça, c'était pour la partie histoire. Donc retenez le paysan, les pouvoirs, l'argent chez Champvallon et puis l'histoire du Maghreb publié chez Armand Collin. J'attire votre attention sur cet ouvrage aussi, Faire la paix, qui est très bien, publié chez Novice. C'est un auditeur qu'on commence à faire rentrer dans notre catalogue. Je connais encore assez mal, mais j'ai trouvé cet ouvrage super intéressant. Donc, c'est un ouvrage que je vous recommande aussi pour aujourd'hui. Lettres. Lettres, hop, 6 titres, et le premier sur lequel je vais m'attarder, alors qu'aurait pu être présenté dans la section art aussi, parce qu'il a la convergence de 2 genres, de la littérature et donc de la peinture. C'est publié chez Armand Collin. C'est de Daniel Bergès, qui est agrégé de lettres modernes et professeur de chaires supérieures en lycée. Et donc là, l'auteur revient sur une analyse, on va dire, un petit peu converge justement la littérature et l'analyse de la peinture et la peinture. Donc l'auteur développe ici une réflexion d'ensemble qui mobilise un savoir double de l'art pictural et de la pratique littéraire. Il éclaire les croisements historiques et thématiques entre ces 2 arts. Les différentes formes de ce dialogue font l'objet d'analyses, d'analyses précises. Et on retrouve dedans l'histoire justement de la convergence entre la littérature et de la littérature et de la peinture, pardon. L'histoire, la notion de portrait, la notion de paysage, comment ça se retrouve également dans la littérature. Donc on retrouve à quel point dans ce titre, la peinture a été pendant des siècles dépendante des textes, justement. Et c'est un ouvrage qui va donc s'adresser aux étudiants de lettres, mais aussi aux étudiants en art. Alors, autre titre que j'ai sélectionné pour aujourd'hui, toujours pour les lettres, c'est les nouvelles aventures du chapitre. C'est publié aux presses de l'Université de Montréal. L'ouvrage a été fait sous la direction de Hugo Dionne, qui est professeur agrégé au département des littératures de langue française de l'Université de Montréal, et Aude Leblond, qui est maîtresse de conférences de littérature française du XXe siècle à l'Université Sorbonne Nouvelle. Donc, il y a plusieurs auteurs qui ont travaillé sur cet ouvrage. D'ailleurs, c'est un travail international qui a été fait autour de ce titre. Et le fil rouge de cet ouvrage, c'est la notion de chapitre en littérature. Qu'est-ce qu'un chapitre? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ça existe dans les romans, en littérature? À quoi ils servent? Donc, il y a plusieurs exemples qui sont présents dedans. Évidemment, la littérature de genre, même la littérature expérimentale. Comment le chapitre se matérialisait dans les manuscrits médiévaux et comment il se matérialise également dans les livres modernes. Donc, pas mal d'études de cas dedans sur la notion de chapitrage dès la Bible, dans la prose arthurienne, et on trouve des exemples évidemment dans la littérature du XIXe siècle, quand je pense à Balzac, Pozola. Donc, il y a pas mal d'exemples dedans qui sont présents pour expliquer le fonctionnement et le rôle du chapitre dans une œuvre de fiction. Donc, sur la partie lettres, retenez littérature et peinture, et puis nouvelles aventures du chapitre publiées aux presses de l'Université de Montréal. Alors, philosophie, hop, philo, pareil, j'ai retenu 6 titres. Et on va présenter pour le moment un petit essai qui vient de chez Alia, qui est de Anne Alombert, qui s'appelle De la bêtise artificielle. Alors, Anne Alombert, elle est maîtresse de conférences en philosophie contemporaine à l'Université Paris 8 et elle est également membre du Conseil national du numérique. Et l'autrice revient justement sur les notions d'intelligence artificielle ou de bêtise artificielle, justement, générative. D'abord d'un point de vue, on va dire, économique. Donc, elle présente d'abord rapidement un point de vue économique, mais là où son ouvrage devient intéressant, c'est évidemment sur le prisme de la philosophie. Donc, l'ouvrage s'interroge sur les coévolutions pour comprendre les effets des automates algorithmiques sur les esprits, les cultures et les sociétés. Et à partir de ce constat-là, comment justement
transformer cette bêtise artificielle en intelligence collective. Donc, c'est un petit essai. Alors, ce n'est pas le premier qu'elle publie chez Alia sur ces thématiques-là. C'est son deuxième essai chez Alia. D'ailleurs, il est en ligne aussi, son autre essai, mais c'est vraiment intéressant justement pour comprendre et s'interroger correctement sur le développement des nouveaux outils et comment ces outils peuvent nous permettre de nous éviter qu'ils nous rendent plus bêtes qu'on ne l'est, justement. Alors, autre titre que j'ai retenu pour la partie philo, c'est publié aux éditions Rudulm, c'est Albert Lottmann, philosophe des mathématiques à la résistance. Il y a 3 auteurs qui ont supervisé cet ouvrage. Il y a tout d'abord Christophe Ex, qui est maître de conférences en histoire contemporaine des maths à l'Université de Lorraine. Frédéric Jacques, qui est philosophe des mathématiques à l'Université d'Aix-Marseille, et Baptiste Mélès, qui est chargé de recherche au CNRS en philosophie des sciences formelles. Donc, c'est un ouvrage qui va combiner plusieurs perspectives dans ce titre. Il fait un état des lieux sur le personnage, sur la personne de Albert Lottmann, qui était un philosophe des mathématiciens, mais également résistant, qui est né en 1908, qui est mort en 1944. Et l'ouvrage s'organise en 3 grandes parties. Il retrace d'abord la trajectoire de résistant pendant les années de guerre de Albert Lottmann. Il fait un état des lieux aussi sur son œuvre tout au long de sa vie, dans son œuvre de philosophe. Et puis, il montre également comment, justement, son œuvre de philosophe lui a permis de s'engager dans la résistance. Donc, comment ces textes à penser sont devenus de l'action concrète au service des autres. Donc, c'est ça qui est présenté dans cet ouvrage, qui est vraiment très bien. Moi, j'ai trouvé super intéressant. Je ne connaissais pas ce philosophe-là, justement, donc j'ai parcouru l'ouvrage. Je trouvais ça super intéressant. Donc, c'est un ouvrage, évidemment, que je recommande pour les étudiants en philosophie, mais aussi qui travaillent donc sur la philosophie des sciences, et même pour certains étudiants en histoire, ça peut être intéressant également. Donc, sur cette partie philosophie, retenez De la bêtise artificielle, publié chez Alia, et puis Albert Lottmann, philosophe, publié chez Rudulm, et puis il y a les autres ouvrages que j'ai sélectionnés, que vous retrouverez évidemment dans le lien que je vous communiquerai. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'avais fait une petite sélection en psychosociaux, mais j'ai complètement oublié de faire le texte. Donc, voici cette sélection. Je vous la communiquerai, donc vous la retrouverez dans le lien. Je ne vais pas trop m'attarder dessus, mais vous la retrouverez en description du webinaire d'aujourd'hui. Et donc, pour terminer, je vais reboucler avec les sciences de l'éducation. J'en ai parlé pas mal avec Sage tout à l'heure, donc j'ai fait une petite sélection également de titres. Et l'ouvrage, ça revient un peu à ce que je vous disais tout à l'heure sur le bouquin Engagement en géographie. Là, c'est Didactique de la géographie au primaire et au secondaire. C'est publié aux presses de l'Université de Laval. Il y a plusieurs. L'ouvrage a été fait sous la direction de Marc-André Etier, qui est professeur de didactique à l'Université de Montréal, David Lefrançois, qui est professeur en sciences de l'éducation à l'Université du Québec, et Kevin Péloquin, qui est professeur de didactique des sciences humaines à l'Université de Montréal. Donc, c'est un ouvrage qui se structure en 4 grandes parties d'analyse pour comprendre justement comment on peut transmettre l'enseignement de la géographie au primaire et au secondaire. Donc, on retrouve d'abord la discipline géographique et l'enseignement de la géographie, la géographie et approche disciplinaire, les élèves et le développement de l'habileté géographique et les différentes ressources numériques qui permettent d'accompagner enseignants et élèves dans leur formation et la découverte de la géographie. Autre titre que j'ai retenu, qui m'a semblé pas mal du tout, c'est Walt Disney Pédagogue. C'est publié chez Mardaga. C'est de Bruno Embick, qui est psychopédagogue, docteur en sciences de l'éducation et directeur de recherche en sciences de la famille à l'Université de Mons en Belgique. Et l'ouvrage est sur 2 prismes. C'est comment on peut éduquer son enfant, évidemment en s'inspirant des films Disney, mais ça peut être un super outil pédagogique pour des enseignants également, ou des futurs enseignants, pour justement s'inspirer des animés de Disney
et voir quelles sont je dirais, les jonctions, les points qui peuvent être faits, les passerelles, pardon, c'est le mot que je cherchais, les passerelles avec l'éducation. Donc, il y a plusieurs exemples qui sont présents dedans. Il y a les notions de perte et d'abandon avec l'exemple de Bambi, accepter de grandir avec Peter Pan, la notion de fraternité avec les Aristochats et l'image de soi à travers Blanche-Neige également. Donc, plus il y a trentaine d'exemples hein, dans cet ouvrage, et à chaque fois, comment ces films-là peuvent devenir un outil pédagogique pour faire grandir les enfants, les faire évoluer. Donc sur la partie sciences de l'éducation, retenez la didactique de la géographie au primaire et au secondaire, et puis Walt Disney pédagogue chez Mardaga. Donc voilà, puis il y a les autres ouvrages que j'ai sélectionnés, que vous retrouverez dans le petit lien que je vous enverrai. J'ai terminé pour aujourd'hui. Je vous dis, la séance a été assez riche. Comme d'habitude, je vais vous envoyer en fin de matinée le récapitulatif de toutes les sélections d'aujourd'hui. J'espère que ça a été intéressant, que vous avez pu repérer des ouvrages à partager auprès des étudiants. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur le catalogue, hein, sur nos différents bouquets, sur nos livres, de revenir vers moi par retour de mail, j'y répondrai avec plaisir. Vous retrouvez donc le petit mail que je vous enverrai avec tous les liens. Pour les personnes qui suivent sur YouTube, hein, rappelez-vous, en description de la vidéo, vous retrouvez également ces liens. Et puis on se retrouve le 27 mars pour la prochaine séance consacrée aux sciences humaines. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une bonne journée, puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.